Le plus grand dépôt de munitions russes a été frappé par des missiles Flamingo. Des centaines de drones ont atteint leur cible. Des raffineries de pétrole brûlent à travers le pays. La plus grande attaque des forces armées ukrainiennes depuis le début de la guerre. Honte olympique. Le Comité international olympique a exclu un athlète ukrainien de la compétition à cause d'un casque commémoratif. Les forces armées ukrainiennes percent le front. Des dizaines d'officiers tués, le poste de commandement de l'armée russe a été touché. Poutine est choqué. Zelensky a répondu avec audace à l'invitation de mener des négociations à Moscou. L'armée de la Fédération de Russie bat massivement en retraite de la région de Zaporijia. Et tout cela à cause de l'absence de Starlink. Il n'y aura plus de bombardements en Ukraine. La défense aérienne laser est entrée en service. Elle peut abattre aussi bien des drones que des missiles balistiques. Les correspondants militaires pro-Z hurlent. Telegram est tombé en panne en Russie. Et maintenant, les problèmes commencent aussi sur WhatsApp. Le Kenya accuse Poutine de recruter massivement ses citoyens pour la guerre lors d'assauts locaux. Les États-Unis lèvent les sanctions sur le pétrole russe, mais il y a un détail. C'est la fin de Trump, les Américains sont prêts à le renverser. Leur propre président, sa cote de popularité a touché le fond. Les négociations de cette semaine pourraient mettre fin à la guerre. Zelensky va-t-il céder le Donbass? Les États-Unis menacent la Russie avec l'arme nucléaire. La rhétorique de Trump plonge Poutine dans la stupeur. C'est le défaut de paiement. L'économie russe craque de toutes parts. Les Russes sont au bord de la famine. Le rappeur du Kremlin, Timati, s'est vu interdire l'entrée en Europe et tout lui a été confisqué. Je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite l'essentiel. Mais d'abord mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. Cette nuit, la défense a frappé la raffinerie Lukoil Dukta, située dans la République des Comices. Pour mieux comprendre l'ampleur de l'attaque, la distance entre la frontière ukrainienne et la soi-disant Ukhta est de plus de 2000 km. Selon les premières informations, la raffinerie a été attaquée par une version améliorée de l'An-196 Lyuti. 3 drones ont frappé. Il y a aussi eu du bruit à Kotluban, dans la région de Volgograd, en Russie. Là-bas, selon les informations, des entrepôts de la direction principale des missiles et de l'artillerie ont été attaqués. L'état-major général a confirmé l'attaque et a indiqué que le Guerao avait été attaqué par des drones Flamingo. C'est, soit dit en passant, l'un des plus grands arsenaux de Russie. À Mitchourinsk, dans la région de Tambov, des explosions ont eu lieu à l'usine Progress. En fait, les produits de l'usine Progress sont utilisés dans les avions, les hélicoptères et les complexes de missiles, remplissant des fonctions clés de contrôle et d'orientation. En bref, Progress travaillait activement pour l'industrie de défense russe. Dans l'ensemble, les nuits agitées en Russie deviennent déjà monnaie courante. Et les sanctions sur les bons drones restent pratiquement les seules sanctions pour lesquelles les Russes n'ont toujours pas trouvé de moyens de contournement. Des hypocrites méprisables. Je parle du Comité international olympique. Le skelétoniste ukrainien Vladislav Eraskevich a été disqualifié avant la première manche des Jeux olympiques de 2026 à cause de son casque arborant les noms de sportifs ukrainiens décédés. C'est ce qu'a rapporté un correspondant de Suspilne Sport. Il y a une décision du jury de la compétition de skeleton aux Jeux olympiques concernant l'affaire de Vladislav Eraskevich sur la violation des règles olympiques relatives à l'expression, par les athlètes, de leur position. Qu'ils porteraient le casque, lequel, selon les règles du CIO, enfreint l'article 50 et contiendrait soi-disant des slogans politiques. Vladislav Eraskevich a été retiré de la liste de départ. En fait, la veille, Eraskevich, malgré l'interdiction du CIO, est apparu à l'entraînement avec un casque commémoratif. Je n'ai jamais voulu de scandale avec le CIO. Je ne l'ai pas créé. C'est le CIO qui l'a créé, avec sa propre interprétation particulière des règles que beaucoup considèrent comme discriminatoires. Bien que les actions du CIO aient permis de parler très fort des athlètes ukrainiens décédés. En même temps, le simple fait du scandale détourne fortement l'attention des compétitions elles-mêmes et des athlètes qui y participent. Cette vidéo, Vladislav l'a enregistrée avant qu'il ne soit su qu'il ne serait pas autorisé à participer aux compétitions.
Pendant ce temps, l'Union internationale de patinage a interdit à l'athlète ukrainien de participer aux Jeux olympiques avec un casque portant un vers du poème de Lina Kostenko. Là où il y a de l'héroïsme, il n'y a pas de défaite définitive. Oui, l'organisation a reconnu cette intention de... La disqualification de Vladislav Hiroskevich a été un choc aussi bien pour les athlètes que pour des millions d'Ukrainiens qui, retenant leur souffle, soutenaient Vladislav et sa position. Les défenseurs ukrainiens soutiennent également Vladislav. Ils ont lancé un défi pour soutenir la position de Vladislav. La mémoire n'est pas une infraction. Avec de telles affiches, nos militaires prennent des photos et les publient sur Internet. Vladislav lui-même a également déjà réagi à la décision de sa disqualification. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Nous avons parcouru un très long chemin jusqu'à ces Jeux Olympiques, mais pour moi, il est très symbolique que ce jour-là, il y a 4 ans, nous ayons brandi la pancarte « No War in Ukraine ». Je pense que ce message reste toujours d'actualité, et aujourd'hui, nous avons payé le prix de notre dignité, et je considère que je n'ai enfreint aucune règle. Je pense que j'ai défendu les intérêts de l'Ukraine, et pas tant du pays, que simplement la mémoire de... Je pense que j'ai défendu les intérêts de l'Ukraine, et pas tant du pays, que simplement la mémoire de ces sportifs. Ils le méritent. Malheureusement, le CIO pense autrement, mais nous allons continuer à examiner les raisons. Aujourd'hui, toutes ces photos montrant la réaction à la disqualification de Geraskevich, de son père et de l'entraîneur Mikhail Geraskevich circulent activement. La décision du CIO est une déception et un désespoir absolu. Je voudrais remercier M. Mikhail pour l'éducation de son fils. Vous avez élevé non seulement un athlète fort, qui remportera encore de nombreuses récompenses avec assurance, vous avez élevé un homme. Nous tenons également à remercier et à exprimer notre soutien à Vladislav Geraskevich pour sa position. Nous savons que parmi les héros commémorés sur le casque figuraient aussi vos proches amis, le patineur artistique Dimitri Charpara et le biathlète Evgueni Malichev. Un respect infini pour votre position. Et les héros vivent tant que nous nous souvenons d'eux. Et pour nous, Vladislav est déjà un vainqueur. Likez cette vidéo si vous soutenez aussi la position de notre Olympien. En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir. Et nous continuons pour l'instant. La suite est la plus intéressante. Et maintenant, passons aux nouvelles du front. Les pertes de la Fédération de Russie en janvier ont dépassé le nombre de personnes mobilisées. C'est ce qu'écrit Bloomberg en se référant aux estimations de responsables occidentaux. Selon la publication, les pertes des Russes sur le champ de bataille en Ukraine ont dépassé la capacité du Kremlin à reconstituer ses effectifs de 9000 personnes. Bloomberg écrit qu'en janvier, les troupes russes n'ont pas réussi à obtenir de gains territoriaux significatifs malgré de lourdes pertes. En décembre, le nombre d'occupants tués est monté à 35 personnes, soit environ le double de la moyenne mensuelle pour 2025 calculée par l'OTAN. Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a exposé une stratégie prévoyant d'augmenter les pertes russes jusqu'à 50 000 personnes par mois. Des responsables occidentaux notent qu'en décembre, les pertes russes étaient à peu près équivalentes au nombre de nouvelles recrues que Moscou parvenait à mobiliser chaque mois. Cependant, le déficit constaté en janvier indique que la stratégie d'épuisement de l'Ukraine porte ses fruits. Les partenaires occidentaux attribuent l'augmentation de la létalité aux progrès réalisés par les forces ukrainiennes dans l'utilisation des systèmes sans pilote. Pendant ce temps, malheureusement, tout n'est pas encore réglé du côté de Zaporijia et l'ennemi a progressé à Pokrovsk, ainsi qu'aux abords de Robotine. C'est ce qu'indiquent les données du portail Deep State. De plus, les Russes ont de nouveau eu l'imprudence d'attaquer les positions de la 60 et 11e brigade mécanisée à travers le gazoduc de la région de Soupska. Ils ont avancé en 4 groupes. Ils ont été anéantis par l'artillerie et les drones FPV. En bref, pour les Russes dans le tuyau, c'est la fin. Sur le secteur voisin, les assaillants russes ont tenté de percer à motoneige dans l'un des localités afin d'y planter leur chiffon tricolore et d'enregistrer un reportage vidéo. Mais les drones vampires se sont alignés pour éliminer les groupes d'occupants. La tentative des Russes d'avancer vers nos positions a été stoppée.
Le blogueur et journaliste Denis Kazansky écrit qu'après la coupure de Starlink, certains Russes ingénieux ne se sont pas laissés démonter. Et aussitôt, ils ont fait flamber les prix des ponts Wi-Fi pour les militaires russes, qui tentent ainsi de rétablir d'urgence au moins une forme de communication. L'ironie, c'est l'indignation des aides dégénérés qui partent en opération spéciale pour l'argent et s'étonnent d'être vus non comme des héros, mais comme une simple marchandise. Et à l'instant, des images uniques. Une vidéo est apparue sur Internet montrant comment des combattants, la 67e brigade mécanisée Faucon de Fer, détruit le personnel et l'équipement des occupants près de Stepov. Regardez par vous-même. Pour ma part, je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent les lignes de front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Pendant ce temps, les troupes russes ont commencé à battre en retraite dans la région de Zaporijia après la coupure de Starlink. Les craintes des correspondants de guerre se sont réalisées. Désormais, les forces armées ukrainiennes reprennent des localités. Réfléchissez-y. Le pays dépense des milliards de dollars pour la guerre et en 4 ans, le système de pouvoir n'a pas été capable de développer un équivalent à la technologie de Musk. Et puis, tout en criant sur la pourriture des technologies occidentales, ils continuent de les utiliser. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est à quelle vitesse leur rhétorique change. À la télévision russe, c'est l'hystérie totale et complète. Maintenant, on parle de la force et de la puissance de l'armée ukrainienne, et que, si elle le voulait, elle pourrait traverser toute l'Europe. Si l'on imagine un instant que l'Ukraine, se maintient après la fin du conflit, si le régime de Kiev reste en place, alors cette armée subsiste, l'Europe réarme cette armée et l'Ukraine est intégrée à l'Union européenne. Croyez-moi, dans 5 ans, ce ne sera ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie, la Pologne ou qui que ce soit d'autre qui dirigera l'Union européenne. Ce sera l'Ukraine qui dirigera là-bas. De plus, elle le fera en comprenant parfaitement que c'est son armée ukrainienne qui, si elle le souhaite, pourra traverser toute l'Europe. Et aucune armée, ni française, ni allemande, ni aucune autre, ne pourra l'arrêter. Voilà ce qu'on appelle la démilitarisation à la Poutine, si l'on peut dire. Les objectifs de l'opération militaire spéciale ont été atteints. Voilà la nouvelle. Le Kenya a accusé la Russie de recruter systématiquement ses citoyens pour participer à la guerre contre l'Ukraine. C'est ce que rapporte Bild, citant des représentants du gouvernement kényan. Le vice-ministre des Affaires étrangères du Kenya a déclaré que des citoyens du pays étaient recrutés pour servir dans l'armée russe, où ils sont en fait utilisés comme chair à canon. Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, a annoncé qu'il comptait se rendre à Moscou le mois prochain afin de mettre fin à cette pratique. Selon lui, en 2 mois. Plus de 30 Kenyans ont pu être rapatriés de Russie et plusieurs agences de recrutement ont été fermées au Kenya même. Le projet ukrainien « Je veux vivre » a également signalé l'existence de vastes réseaux de recrutement. Selon ces informations, des recruteurs russes opèrent dans les pays les plus pauvres d'Afrique, publiant des annonces sur les réseaux sociaux et dans les médias, promettant des emplois civils ou des formations. Après la signature du contrat, les personnes sont envoyées au front. Le recrutement fonctionne selon le principe du marketing de réseau. Pour chaque personne recrutée, une prime de 500 à 700 $ est versée. Le projet souligne que l'utilisation d'étrangers est avantageuse pour la Fédération de Russie, car leur mort ne suscite pas de réaction publique et les compensations aux familles ne sont souvent pas versées. Que pensez-vous du système de recrutement des Kenyans par les Russes ? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, je les lirai sans faute.
Les États-Unis sont prêts à lever les sanctions sur le pétrole de la Fédération de Russie. Le ministre américain des Finances, Scott Bessonta, a admis que les sanctions de l'État contre le pétrole russe pourraient être levées en cas de signature d'un accord de paix. Cela concernerait la fin de la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Il l'a déclaré lors d'une émission sur Fox News. Grâce aux accords de paix, je pense que nous pourrons observer une baisse significative des prix du pétrole. Si les questions concernant le Venezuela, l'Iran, ainsi que la Russie et l'Ukraine sont résolues, cela entraînera la levée des sanctions du ministère des Finances sur une énorme quantité de pétrole. Et ce pétrole pourra alors arriver sur le marché. L'organisation américaine Gallup a décidé de cesser d'évaluer la cote de popularité de Trump en raison de sa chute. C'est ce qu'écrit The Hill. Pour la première fois en 80 ans d'existence, Gallup renonce à mesurer la popularité des hommes politiques. Désormais, l'entreprise se concentre sur des recherches à long terme et méthodologiquement fondées sur des questions et des conditions qui influencent la vie des gens. La publication souligne que le taux d'approbation du président, mesuré par Gallup, a été pendant des décennies un indicateur clé de l'opinion publique aux États-Unis. Il est également noté que la cote de popularité de Trump a chuté ces derniers mois, tombant en dessous de 37% il y a un an. Ce même indicateur était de 47%. Selon Gallup, il s'agit du niveau le plus bas jamais enregistré, rapporte The Hill. Les représentants de l'entreprise ont déclaré qu'ils ne s'étaient pas consultés avec la Maison-Blanche avant de prendre cette décision. Que pensez-vous de cette décision de l'organisation? Coïncidence ou non? Écrivez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. WhatsApp a signalé une tentative de blocage total en Russie. C'est ce qu'écrit The National Times. WhatsApp affirme que le gouvernement russe a tenté de bloquer complètement le messager afin de forcer plus de 100 millions d'utilisateurs à passer à l'application de surveillance d'État Meakes. Dans le même temps, les autorités russes ont rejeté ces accusations et les ont qualifiées de fausses. Par ailleurs, les Russes continuent de s'indigner du ralentissement du blocage de Telegram. Le chef du parti Russie Juste, Mironov, a lui-même critiqué les innovations introduites par Roskomnadzor. Écoutez. Mais qui donc est en train de ralentir l'envoi de tous ces télégrammes? Allez en première ligne. Au nord-est. Ces hommes qui ont versé le sang n'ont plus qu'un seul lien avec leurs familles et leurs amis. Mais qu'est-ce que vous faites, bande d'idiots? Ceux qui font cela sont des scélérats. Scélérats. Des gens meurent là-bas. Ils meurent pour la Russie, pour le monde russe. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Mais alors que certains paniquent, la famille poutinienne, Peskov continue d'affirmer qu'il n'y a rien de grave dans le blocage de Telegram. Et il ne peut pas en être autrement que le messager assure la communication sur le front. Que se passe-t-il réellement de l'autre côté de la frontière, qui limite l'accès à Telegram et pourquoi, comment cela influence-t-il la situation sur le front et qu'en pensent les Russes eux-mêmes? Tous les détails dans notre reportage. Roskomnadzor a commencé à bloquer partiellement Telegram en Russie le 10 février. Les utilisateurs ont massivement signalé des dysfonctionnements du messager. Alors. Nous essayons de les forcer à utiliser le messager Max, mais ils restent quand même sur leur Telegram. Bloquez-le immédiatement. Roskomnadzor a commenté sa décision simplement. Pour les services qui ignorent systématiquement la législation russe, des restrictions progressives sont prévues, avec la possibilité de les lever en cas de correction des infractions. Malheureusement, pour un certain nombre de messageries, y compris Telegram, ces infractions n'ont pas été corrigées. La législation russe n'est toujours pas respectée. Les données personnelles ne sont pas protégées et il n'existe pas de mesures réelles pour lutter contre la fraude ou l'utilisation des messageries à des fins criminelles et terroristes. Les médias russes rapportent que la décision du tribunal de Tagansky à Moscou concernant le blocage de Telegram, prise en 2018, n'a toujours pas été annulée. Selon la décision du tribunal, Telegram était tenu de prévoir une possibilité technique permettant au FSB d'obtenir les clés de chiffrement. Les avocats du service de messagerie ont tenté de contester cette décision, mais l'appel a confirmé le jugement. Après cela, la Russie a commencé à bloquer le service, mais cela n'a eu aucun impact sur les utilisateurs, car Telegram changeait d'adresse IP. Les restrictions sur Telegram ont été levées en juin 2020 en accord avec le parquet général, car le service de messagerie a exprimé sa volonté de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. C'est pourquoi toutes ces fermetures de Telegram sont en réalité une lutte pour l'influence. Telegram est une plateforme très ambiguë. La personne qui a créé Telegram est russe, oui, un citoyen russe. Oui, il a ses opinions politiques. Laissons de côté ce qu'il dit et comment il se comporte. Néanmoins, cette personne, Vodostas, est né sur le territoire de la Fédération de Russie et y a créé son entreprise.
Et Telegram, en fait, aussi. De leur côté, à la Douma, ils ont qualifié de décision absolument correcte le blocage de Telegram pour les Russes. Et le député de la Douma, Andrei Gouroulev, a expliqué le ralentissement de Telegram ne riait pas par la lutte contre l'OTAN. Probablement, la protection de l'information est l'un des éléments de la lutte entre nous et les pays de l'OTAN. C'est pourquoi, ici, nous n'avons probablement pas d'autre choix. Je comprends que cela cause des désagréments à beaucoup, y compris à moi, car j'ai ma propre chaîne Telegram que les gens lisent. Mais néanmoins, il y a l'exigence du temps et il y a aussi des menaces qui concernent la protection de l'information. Il faut probablement y remédier. C'est drôle. Tu souris, je souris aussi. Bien sûr, c'est magnifique, c'est un combat contre les pays de l'OTAN. De plus, il s'agit d'un combat contre les pays de l'OTAN utilisant des ressources inventées par les Russes. Le porte-parole de Poutine a également commenté la décision de Roskomnadzor de ralentir Telegram. Dmitry Peskov. Je vois et lis une déclaration de Roskomnadzor indiquant qu'il a décidé de ralentir les opérations de Telegram en raison du non-respect par l'entreprise de la législation russe. Il est regrettable que l'entreprise ne se conforme pas à la loi, mais il existe une loi qui doit être respectée. Mais tout le monde n'a pas apprécié cette décision. Le ralentissement de la messagerie a indigné la communauté IT. Le blocage interne par Roskomnadzor a provoqué une vague d'indignation. Parmi les partisans de la guerre, certains accusent la direction russe de favoriser la partie ukrainienne et de créer le chaos dans le système de commandement des troupes. À cause du blocage de Telegram, même les militaires russes sur le front se sont plaints et ont même demandé à Roskomnadzor de ne pas bloquer le messager. Nous nous battons contre les drones ennemis pour qu'ils n'atteignent pas notre chère patrie, la Russie. Et Telegram est notre seul canal de communication. Ne nous en privez pas. Un outil comme Telegram est nécessaire. Ne le ralentissez pas, ne le bloquez pas. Il nous permet d'échanger des informations assez rapidement afin d'intercepter les drones. Nous nous adressons à la direction des services du RKN. Ne ralentissez pas, ne bloquez pas le fonctionnement de Telegram, au moins sur les nouveaux territoires, car cela entraînera une baisse de l'efficacité de notre travail pour contrer les drones. Les occupants affirment que la perte du principal outil de communication en pleine action militaire est critique pour la coordination des unités. Des messages circulent sur Internet où le blocage du messager n'est pas qualifié d'accident, mais fait partie d'un plan stratégique visant à créer un vide informationnel sur le front avant le début des opérations offensives des forces armées ukrainiennes. Actuellement, le messager reste un canal clé pour la transmission de renseignements et le contrôle des drones au sein des unités russes. Par conséquent, si cela est vrai, et de la manière dont ils l'interdisent, cela sera également interdit aux militaires russes. Nous aurons alors un avantage en ce qui concerne l'utilisation de plateformes médiatiques non officielles pour mener la guerre psychologique, la guerre de l'information et la contre-propagande. Des arnaques domestiques ciblant les Russes, et ainsi de suite. En échange du blocage de divers sites et messageries, les Russes ont commencé à être massivement poussés vers le messager national pro-Kremlin, Max. L'application a un accès complet au microphone, à la caméra, au contact, à la géolocalisation et aux fichiers. Les données sont automatiquement transmises à des serveurs liés à vContact, qui est sous le contrôle des services de sécurité russes. Prenons l'exemple de la Chine, où l'État contrôle le web des citoyens très strictement. Donc Max, c'est une idée qui vient d'en haut. C'est un messager qui a été inventé au Kremlin. Il a commenté les tentatives de blocage du messager Telegram en Russie. Son fondateur, Pavel Durov, a déclaré que restreindre la liberté des citoyens n'est jamais la bonne solution. La Russie limite l'accès à Telegram, essayant de forcer ses citoyens à passer à une application contrôlée par l'État. Une application créée pour la surveillance et la censure politique. Il y a 8 ans, l'Iran a tenté d'appliquer la même stratégie et a échoué. Il a interdit Telegram sous des prétextes fallacieux, essayant de forcer les gens à passer à une alternative étatique. Malgré l'interdiction, la majorité des Iraniens utilisent toujours Telegram, contournant la censure, et le préfèrent à une application soumise à la surveillance. Restreindre la liberté des citoyens n'est jamais la bonne solution. Telegram défend la liberté d'expression et la confidentialité, malgré toutes les pressions. Les experts sont convaincus que, quoi qu'il en soit, les Russes chercheront des moyens de contourner les interdictions et continueront à utiliser tous les messageries qu'ils souhaitent. S'il n'existe pas d'alternative digne de ce nom, les gens continueront quand même à utiliser ces avantages interdits, ils trouveront des moyens d'en profiter. D'après ce que j'ai vu et lu sur le réseau, Max, comme la plupart des choses produites en Fédération de Russie, surtout en ce qui concerne la technologie domestique, c'est fait de briques et de broc. Il me semble que Max, au minimum pour le dire gentiment, n'arrive pas à la cheville de Telegram.
C'est pourquoi, officiellement, il est possible qu'ils présentent tout cela comme une alternative digne, même dans les structures étatiques, dans certaines entreprises, etc. Mais officieusement, les gens utiliseront ce qui est plus pratique, plus fonctionnel et plus polyvalent. Et pour l'instant, parmi tous les messageries, Telegram occupe la position de leader. Les personnes qui prennent des décisions possèdent au moins un minimum de pensée critique. Se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie, elles continueront d'utiliser Telegram, j'en suis certain. Le prochain round de négociations aura lieu mardi ou mercredi. Et à l'ordre du jour figurera la création d'une zone économique libre en tant que zone tampon à l'est du Donbass. En fait, il s'agit d'une proposition des États-Unis qui n'est pour l'instant soutenue ni par l'Ukraine ni par la Russie. Lors de cette réunion, comme l'écrit Bloomberg, les États-Unis devront déterminer qui contrôlera la zone tampon. Par ailleurs, Zelensky a indiqué que cela reste inconnu pour le moment. La Russie acceptera-t-elle de participer à ces négociations aux États-Unis ? Zelensky a également commenté les rumeurs concernant la visite d'une délégation ukrainienne pour des négociations en Russie. Je ne peux pas venir à Moscou pour négocier avec Poutine, la capitale d'un pays qui est l'agresseur dans cette guerre. Nous sommes prêts à soutenir les propositions américaines, à nous rencontrer sur n'importe quel territoire, en Amérique, en Europe, dans des pays neutres, dans n'importe quel État, à l'exception de la Fédération de Russie et du Bélarus. Le Bélarus car il était un allié lors de l'attaque contre l'Ukraine en 1922. Pendant ce temps, le porte-parole de Poutine, Peskov, a déclaré qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky n'était possible qu'à Moscou. C'est intéressant, pourquoi pas à Kiev ? Et selon vous, la Russie participera-t-elle aux négociations sur la création d'une zone tampon et finalement, le Kremlin soutient-il la création de cette zone tampon ? Et que pensez-vous de cette idée en général ? Un système de défense aérienne laser, développé par des ingénieurs ukrainiens, pourra protéger contre les bombes aériennes russes. Selon l'expert militaire Vadim Kouchnikov, la technologie laser moderne est capable d'intercepter des cibles balistiques et des bombes aériennes guidées. Ils peuvent également fonctionner sans alimentation électrique constante, en utilisant des générateurs ou des batteries, ce qui leur confère mobilité et rapidité de mise en œuvre. En ce qui concerne nos propres développements, je pense que nos concepteurs sont directement intéressés à ce que de telles armes puissent faire face à ce type de menaces. Nous pouvons citer en exemple le système israélien, qui est directement utilisé pour intercepter, y compris des menaces balistiques. Il s'agit de roquettes non guidées. Celles-ci sont activement utilisées sur ce théâtre d'opération. En ce qui concerne nos capacités nationales, je pense que ce seront déjà les prochaines solutions qui pourront intercepter également les cibles ennemies. Pendant ce temps, les systèmes laser de défense aérienne sont déjà à la disposition des forces armées ukrainiennes et abattent avec succès des drones ennemis. Nous vous présenterons et même vous démontrerons en action cette innovation unique des armuriers ukrainiens. Des armes laser sont désormais présentes en Ukraine. Ce qui était encore difficile à croire il y a quelques années est devenu une réalité aujourd'hui. Il sera d'abord utilisé au sein de l'unité tactique, puis directement engagé sur la ligne de combat. À propos, le fait que les ingénieurs ukrainiens aient réalisé une percée dans le développement des armes laser est rapporté par le journal The Atlantic, citant le journaliste américain Simon Schuster. L'homme s'est personnellement rendu en Ukraine et a vu de ses propres yeux à la fois le développement lui-même et son fonctionnement. Le laser tournait pendant que ses caméras suivaient la cible. L'opérateur a crié « Feu !» En quelques secondes, le drone a commencé à brûler, comme s'il avait été frappé par la foudre invisible, puis il est tombé au sol en décrivant un arc de feu. Dans le même temps, Schuster a expliqué que les militaires appellent à ce développement Sun Ray, ce qui signifie « rayon de soleil ». Ces dimensions permettent d'installer le système dans le coffre d'un pick-up ordinaire et lors de son fonctionnement, l'installation est silencieuse et n'émet aucune lumière, ce qui lui permet d'opérer discrètement, depuis n'importe quel endroit. Très probablement, ces moyens seront d'abord utilisés pour intercepter ces mêmes drones. Il est possible qu'à l'avenir, on puisse parler de leur utilisation contre des missiles. On peut également envisager leur utilisation contre les KAB. Mais cela prendra du temps. Je tiens à souligner qu'auparavant, il avait déjà été question en Ukraine d'armes laser nationales. À l'époque, l'information avait été rendue publique par le commandant des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, Vadim Soukharevski. Il s'agissait du fait que le laser était capable de détruire des cibles ennemies à une altitude d'environ 2 km. Le laser de combat ukrainien peut abattre des cibles aérodynamiques à une altitude de plus de 2 km. Ce sont des caractéristiques tactiques et techniques impressionnantes. En effet, la portée effective de son homologue américain est d'environ 1,6 km.
Ainsi, lorsque la partie ukrainienne annonce des caractéristiques tactiques et techniques, en particulier une portée de destruction de la cible de 2 km, on peut dire qu'il s'agit d'une avancée majeure du complexe militaro-industriel ukrainien dans le développement de moyens innovants de destruction. Les analystes notent que généralement une installation laser est accompagnée d'autres équipements. Le complexe comprend également une source d'énergie très puissante, ce qui explique pourquoi le système est souvent installé sur de gros véhicules. Et si l'on parle d'une installation mobile. Or maintenant, étant donné que le laser ukrainien fonctionne depuis le coffre d'une voiture, il est probable que nos ingénieurs aient également réussi une percée en ce qui concerne la taille de l'installation. Ce n'est pas un hasard s'ils installent tout cela sur des navires ou sur des plateformes puissantes qui permettent de disposer d'une grande production d'électricité. Même sur le Thrustreaker, il y a une centrale électrique qui permet de fournir ces impulsions 50 kW. Parlons maintenant de la puissance. Les caractéristiques annoncées des armes laser américaines et britanniques connues à ce jour sont d'environ 50 kW. Cela garantit la destruction des cibles aériennes jusqu'à une altitude de 2 km. L'Ukraine, cependant, semble avoir réussi à surmonter ces caractéristiques. Apparemment, la puissance du laser dépasse les 50 kW, car je le souligne encore une fois, lorsque la portée effective du laser américain a été déclarée à 1,6 km, sa puissance est d'environ 50 kW. Il convient également de noter qu'un laser de combat similaire a également été développé par les Britanniques. Le laser de combat britannique a une portée similaire, allant jusqu'à 2 km, mais en conséquence, la puissance est déjà de 50 km, 5 kW. Où peut-on donc s'attendre à la première utilisation officielle du Sunray ukrainien ? D'après les analystes, il s'agit d'une solution extrêmement efficace pour protéger nos installations arrière. Premièrement, il n'y a pas de missiles antimissiles, ce qui réduit les risques supplémentaires liés à la chute d'éclat. Il n'y a pas de bruit de tir qui effraie les civils. Et surtout, les cibles des Russes sont souvent des infrastructures énergétiques. Autrement dit, en installant le laser à proximité, nous obtenons également une source d'énergie pour le faisceau et une protection pour les infrastructures critiques. Il s'agit de la possibilité de neutraliser le principal facteur des attaques russes, à savoir les attaques utilisant des drones, tant contre les infrastructures résidentielles des villes ukrainiennes que, par conséquent, la possibilité de protéger les installations énergétiques sur le territoire de notre pays. Cela sera d'abord utilisé à l'arrière, et ensuite il sera directement déployé sur la ligne de front. Quand nous pourrons opérer comme le fait la plupart des avions de l'aviation tactique. Quand le laser en mode opérationnel réel devra suivre les cibles en temps réel et immédiatement s'orienter pour diriger ce faisceau d'énergie vers la cible. Selon les journalistes occidentaux, le programme d'armement laser ukrainien a duré environ 2 ans et a coûté plusieurs millions de dollars. Cependant, l'installation elle-même est actuellement estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars, avec la possibilité d'une utilisation multiple, ce qui est bien moins cher que l'achat ou la production de missiles pour les systèmes de défense anti-aérienne existants. Le Kremlin a perdu des milliards. Les revenus de la Fédération de Russie provenant du pétrole et du gaz se sont effondrés à leur niveau le plus bas. Les revenus de la Russie issus de la vente de pétrole et de gaz en janvier ont presque diminué de moitié par rapport à la même période de l'année dernière. Et ils ont atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2020. Voici les détails. La Russie, pays agresseur, s'est appauvrie. Elle n'a pas perçu les bénéfices de la vente de pétrole et de gaz. Autrement dit, la contribution du pétrole et du gaz à cette chute du PIB du pays sera d'environ 30%. Et en conséquence, dans la baisse des revenus du budget, cette contribution sera également significative. Les revenus de la Russie provenant de la vente de pétrole et de gaz ont presque diminué de moitié en janvier par rapport à la même période de l'année dernière. Ils ont maintenant atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2020, écrit Reuters. Moi, par exemple, je m'attends à une première chute des banques, d'une banque de taille moyenne au moins en Russie, déjà dans 1 mois ou 2. Et si une vague de faillites bancaires commence, d'autres suivront.